Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de 9 de 1 Partez, l'émission 100% sport de Radio Grand Lac. C'est l'émission sport qui parle de toute l'actualité sportive de notre territoire. Et comme vous le savez, notre territoire est actif en matière de sport. Et pour cette nouvelle émission, j'aurai le plaisir de co-animer avec Driss. Salut Driss, comment vas-tu ? Ça va super, et toi ? Très bien, très bien. Malgré la météo capricieuse, écoute, la bonne humeur est là. Exactement, et puis on va parler de sport, on a encore un beau programme, donc hâte d'y être. Effectivement, très beau programme en perspective ce soir. En tout cas, une belle première partie avec l'emblématique boxeur aixois Jimmy Lalin et puis forcément l'emblématique Philippe Fontanel. C'est le binôme aixois qui représente en tout cas entre autres la boxe aixoise. Une deuxième partie où nous parlerons de défis solidaires, notamment avec Thomas Pugieux, avec des belles aventures avec des associations caritatives. Et enfin, nous terminerons avec les chroniques de Driss, qui va nous partager les dernières actualités sportives et les résultats de nos clubs savoyards. Les amis, désormais, nous allons commencer cette première partie d'émission avec, comme je le disais, l'emblématique boxeur aixois. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Jimmy Lalin et Philippe Fontanel, qui est donc entraîneur au club France Boxe Aix-les-Bains. Bonsoir messieurs, comment allez-vous ? Bien. Bonsoir à tous et merci, tout va bien. Merci infiniment, messieurs, d'être présents ici sur notre studio de Radio Grand Lac, Aix-les-Bains, ville que vous connaissez très bien. Jimmy, raconte-nous un petit peu, il y a quelques semaines, tu as boxé sur Paris, un événement pas comme les autres. Et j'aimerais revenir dessus tout d'abord parce que je pense que pour toi, ça a été quelque chose de marquant, déjà une belle aventure, avant de parler résultats ou autres, ou tout ce qui s'ensuit. On parle d'abord d'aventure et d'opportunités. Exactement, c'est pour ça qu'on s'entraîne, pour ces grandes opportunités, et on ne pouvait pas refuser un combat comme ça, même si d'ailleurs 27 combattants ont refusé avant moi pour ce combat, par rapport à d'où l'importance du combattant qui était en face, et ça je l'ai su après du coup, mais c'est d'autant plus gratifiant en fait d'avoir accepté un combat comme ça avec Philippe, et on a fait le boulot, c'était une expérience vraiment superbe, et j'ai réalisé honnêtement, il y a quelques jours seulement, en fait, au final. Le temps de rebondir, de revenir à une vie, entre guillemets, normale. Ah oui, bien sûr. Se préparer à aller boxer dans des gymnases, et puis voilà, à la normale. Ouais. Sur quels aspects c'était un peu bourbier d'y aller ? Bourbier dans le sens où, en fait, toute l'organisation était pour lui. En fait, c'était moi, on va dire, qui était vu, entre guillemets, comme le faire valoir. J'étais là en tant que challenger pour le faire briller. Et en fait, mon rôle, je l'avais compris dès le début, mais je l'ai accepté, j'ai rien dit. Ils m'ont un peu pris pour un agneau qu'on envoie à l'abattoir, sauf que je leur ai vite montré que j'étais pas cet agneau-là, et qu'on n'allait pas m'envoyer au casse-pipe, ni être KO dès les premiers instants. Et je pense qu'ils étaient contents, justement, de l'attitude et du combat qu'on a offert. Raconte-nous, finalement, ce challenge, quels ont été les prérequis, je dirais ? Comment, finalement, tu as eu cette opportunité, avant même de te lancer dans ce défi ? Alors en fait, il y a un an et quelques, il y a un promoteur, un matchmaker qu'on avait en lien avec Philippe, qui me suivait sur les réseaux, qui a vu un peu mon parcours, et il m'avait proposé un combat il y a quelques temps. On avait refusé parce qu'on n'était pas prêt. Et là, en fait, en rentrant de vacances, je vois un message de sa part. Il me dit: écoute Jimmy, j'ai un truc à te proposer. C'est un combat à l'Adidas Arena. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mois avant, j'avais demandé à Philippe s'il avait des contacts pour là-bas. Mais il dit: écoute, non, j'ai pas les contacts là-bas, parce que là-bas, c'est Hatch, c'est le 100% fight, c'est le MMA. Donc, ça n'a rien à voir avec la boxe. Et là, il me contacte comme ça. Je fais: écoute Philippe, je crois qu'il y a un truc. Et après, il me dit: l'adversaire, c'est un tel. Je fais: ouais, ok, c'est bon. Il me fait: attends, c'est bon et tout. Je fais: bah oui, pourquoi? Je fais: tu m'as dit Adidas Arena et RMC Sport, moi c'est bon, j'y vais. Peu importe qui c'est en face, le mec il a 2 bras de jambes, il a pas un couteau. Je fais: bah voilà, c'est bon, y a pas de souci. Et Philippe, voilà, on a hésité 10 secondes quand même, c'était bon. Il est bon, tu sais quoi, vas-y, on s'entraîne, on est prêt pour, on y va. Et puis voilà, donc ça s'est passé comme ça. Aussi simple que ça. Il nous a envoyé le contrat, on l'a signé, et voilà. Mais c'est superbe quoi. Et qu'est-ce que ça fait du coup de se dire, voilà, on y est? Ça fait bizarre. En fait, ça fait bizarre sur le moment de vraiment, comme je disais après combat, lors de l'interview avec Punch Time et Rien que la boxe, comme quoi en fait on est considéré comme des pros. Ouais, alors ça fait bizarre de dire ça un peu parce qu'on devait être
pro partout, mais voilà, chacun a son budget, chacun peut faire comme chacun fait comme il peut, on va dire. Oui. Mais là, ils avaient vraiment mis la barre vraiment très haute. Hatch de 100% Fight, il a vraiment fait les choses, mais pas à moitié. Franchement, il a mis les choses vraiment au clair et c'était vraiment carré, ouais, top. Pas déçu. Ah non, mais même pas. Non, c'est même encore surpris carrément. Carrément. Et effectivement, je pense qu'on peut revenir aussi sur cette expérience où effectivement tu t'es plutôt très très bien débrouillé. Je pense que tu peux peut-être nous en dire un peu plus effectivement sur le déroulé de cette soirée, mais effectivement tu as su montrer ton potentiel en tout cas, et peut-être même au-delà, peut-être avec l'adrénaline, le public, le show, je dirais. Je pense que c'est une vraie émulation. Ouais, en fait, j'étais dans ma bulle 2 heures avant le combat, on va dire, parce que je pense que si j'avais pas cet aspect-là et si on n'avait pas l'expérience qu'on a acquis qu'on a obtenu avec Philippe avant, durant les 36 combats amateurs, les 7 combats pro avant, enfin 6 combats pro avant, j'aurais pas pu tenir le choc, parce qu'en tout cas au niveau émotionnel, le fait d'arriver dans une salle, il y a 300-400 personnes sur les 5-6 000 personnes présentes qui étaient venues pour lui, pour l'encourager, avec des tambours, qui criaient Jimmy, t'es mort à chaque fois. Non, c'était un truc de fou. Et là, en fait, j'entendais ça et je souriais, j'étais heureux. Je me disais, ah ouais, ils chantent pour moi. Tu vois, en fait, au final, ils disent mon nom. Donc, qu'ils disent t'es mort ou pas, je m'en fiche. Ils disent mon nom, il y a des gens qui scandent mon nom, qui scandent mon prénom. Et donc, en fait, je souriais et je vois avec du recul sur les vidéos d'RMC Sport, parce que le combat, je fais que de le regarder. Et en fait, je vois ma tête, je reconnais mon visage qui est heureux. C'est pas un visage crispé, c'est un visage heureux, prêt à aller au combat. Ouais, aller au combat, et on a fait 6 beaux rounds pour le coup. Ouais. On est sorti debout, en ayant fait des belles choses, en ayant boxé simple mais efficace, avec le bras avant, tout ça. Enfin voilà. La tête et les jambes. Voilà, il y avait des trucs à faire en mieux. On peut toujours faire mieux de toute façon. Mais on a fait ce qu'il fallait et franchement, on est vraiment content d'avoir fait ça malgré l'ambiance, on va dire entre guillemets hostile. Hein, hostile, c'est voilà, on a compris. Avec respect, bienveillance, malgré tout. Bien sûr, ça reste la boxe, on encourage. Voilà. Et c'est comme ça, bien sûr. En dehors de la salle, quoi. Bien sûr. T'évoquais la préparation et on avait mis un peu l'accent sur ça la dernière fois que tu étais venu. C'est vrai que la boxe c'est vraiment un sport où le travail est dans l'ombre. Vous avez mis l'accent sur quoi dans cette préparation, toi et ton coach, et comment ça s'est déroulé avant d'y aller, quoi? Alors on a mis l'accent sur la perte de poids parce qu'il faut savoir que je rentrais du Portugal et j'avais 10 kilos en trop. 10? Ouais, je suis rentré à 78 kilos quand on m'a appelé. Et en fait lui il se préparait depuis déjà 1 mois. Et ça, pareil, je l'ai su à la fin en parlant un peu avec lui. Et moi, on m'a dit, ouais, t'inquiète pas, il se prépare comme toi depuis le 26 août et tout. En fait, non, il était parti en Égypte chez lui en vacances pour te préparer depuis 1 mois. Donc j'avais 1 mois, on va dire. Mais sauf que je suis toujours prêt. Donc c'est aussi ce qui fait notre force avec Philippe, on s'entraîne toujours. Physiquement et mentalement. Physiquement et mentalement, ça c'est toujours bien sûr. Et on a mis l'accent en fait sur la taille. Parce que le mec en face faisait 1m92. Okay. On a fait venir des sparring partners, on a un A au club qui fait 2 mètres, avec une super allonge. Donc on a vraiment travaillé par rapport à ça. Donc il y a des trucs qu'on n'a pas pu faire au combat parce que il y a l'entraînement et il y a le jour J avec la pression, tout ça. On peut pas forcément faire tout ce qu'on avait prévu. Mais on a réussi à se débrouiller, à rentrer avec le bras avant. Pourtant qu'il y avait 20 cm de différence. Et je pense que ça a fait la différence, la préparation. Ouais. Une préparation vraiment en fait optimisée par rapport à l'adversaire. Tactiquement. Et ça qui est bien en fait quand on connaît l'adversaire assez en avance. On a une prépa où on peut être carré. Rien que sur la diète, au moins je sais que j'ai un combat dans une grosse salle, retransmis à la télé. J'ai pas le droit de me foirer sur la diète. Donc en gros, j'ai fait aucune erreur. Par exemple, j'ai fait aucun faux pas. J'étais focus à 100% parce que j'avais l'adversaire. On regardait des vidéos, on analysait, on faisait en fonction d'eux. Donc tout était vraiment optimal, comme des pros en fait. Okay. Donc c'est une façon de se mettre un peu dans le point mort de l'adversaire au vu de sa taille et de maximiser ses chances par rapport à ça. Ouais, exactement. Faut aller on avait prévu d'aller bien sur les côtés ou quoi. Après, comme je dis, voilà, il y a le jour J, il y a la rapidité, il y avait ces grands yeux qui me regardaient en figurant là. Il rigolait avec ça à chaque fois, mais ça fait bizarre. Et d'entendre encore une fois les Jimmy, t'es mort, chaque fois les mets le KO. Je me dis, si j'avance là à ce moment-là et qu'il me met KO là, je vais faire le tour des réseaux. On y pense. Ouais. Avec Jordan Zebo, tout ça et tout. Enfin, ceux qui connaissent un peu les sports de combat, on y pense forcément. Donc ça rentre dans la tête une milliseconde. Après ça part, mais c'est venu là quand même. Donc on pense à tout ça, on pense à plein de choses en fait. Là on voit le combat quand on voit d'extérieur, on voit pas ce qui se passe dans la tête du boxeur. Tu parles de Zebo, c'est quelqu'un qui a rien lâché, donc ouais, bien sûr. Tu l'aurais pris. Bien sûr, il a pris un KO en 9 secondes, c'est relou, mais après il a gagné contre Baki la semaine dernière, enfin il y a quelques jours. Donc au final, comme quoi, quand on croit en soi. Voilà. Exactement. Philippe, parle-nous un petit peu effectivement. Il a dit beaucoup de choses. Hein. non, mais très bien. C'est super. C'est super. Ouais. Sans bégayer pour une fois, c'est bien. Philippe, parle-nous un petit peu toi de ton côté, ton point de vue effectivement sur la préparation déjà, et puis effectivement le jour J quoi.
Raconte-nous un petit peu, toi, ton point de vue. Je dirais de l'intérieur, mais de l'extérieur du combat aussi, finalement. Ouais. Alors, la préparation, c'est ce qu'il a dit. Hein. On a été faire venir des Suisses, on a fait venir Yanis Meak, je le remercie, voilà. Mais c'était des gens qui sont petits. Ouais. Alors, où on avait un gaucher, il nous disait qu'il était gaucher, pas du tout. Bon, après, on a des vidéos, mais il était grand. 1m92, c'est grand. Ouais, c'est balèze. Et j'ai dit à Jimmy, on a quand même un grand. Noah est grand, je le remercie parce que il est grand, il a bien fait ce qu'il fallait faire, parce qu'il est grand, il fait 2 mètres, l'allonge, c'est un très bon amateur, vous allez voir plus tard. Je trouve qu'il est pas mal, il est jeune, il a 19 ans, et lui, il a bien travaillé, et c'était celui-là qu'il fallait qu'il lui fasse travailler. Je veux dire, dans cet aspect de grand, de l'allonge, il a envoyé pour pas mal de crochets, crochet, bref, et Jimmy a bien travaillé. Moi je dis, ce combat, bravo Jimmy, hein, parce que, tout à fait. Parce que, même nous, on n'y aurait pas cru, hein, parce que moi je dis bravo, parce que Jimmy il s'entraîne tout le temps. Là-dessus, bravo. Et il a travaillé les consignes, comme on avait dit. Ouais. Un coach heureux. Et puis après, il y a mon pote avec moi, il y a Patrick Millon qui est toujours avec moi. Bien sûr, c'est une équipe. Il fait super bien les bandages. C'est l'équipe. Hein. Comme dit Philippe, il y avait Ivana. On est l'équipe, quand même. Ma fiancée qui était aussi dans mon coin. Ouais. Donc il y avait tout. Après, il y a des gens, il y a la mairie qui nous aide aussi, donc c'est important. Hein. Bien sûr. On a un groupe. On va revenir là-dessus, effectivement, sur l'aspect staff, je dirais. Que tu t'entoures, que vous êtes entouré, que tu as constitué au fil du temps pour effectivement arriver sur ce genre d'événement et être prêt, même être à 200%, je dirais. C'est ça. D'ailleurs, tu peux le développer d'ailleurs davantage. Ouais. Alors en fait, comme tu dis, t'es à 200% pour le 100% fight, ça colle bien. C'est ça. Pour le coup. Et non, mais en effet, ouais, on a monté l'équipe au fur et à mesure parce que Philippe et Patrick me connaissent depuis les rangs amateurs. Ils m'ont vu à mon premier combat, ils étaient là dans mon coin. C'était il y a combien de temps? Je te coupe, pardon. C'était en 2025, c'était en 2019. C'était en mars 2019, premier combat amateur. C'est pas si vieux, c'est une belle progression. En fait, ça fait très belle progression. C'est en 2025. J'ai l'impression que ça fait déjà 10-15 ans, mais en fait non, c'était il y a 6 ans seulement. Et là je me dis, j'ai fait une publication d'ailleurs sur Instagram où je mets première victoire amateur à Albertville en octobre 2019 pardon. 19. Et combat Adidas Arena 2025. Exact. Donc c'est en octobre. Donc c'est vraiment 6 ans jour pour jour. C'est un signe. Et c'est le premier combat amateur, je l'avais perdu. Et la première victoire, c'était du coup à Albertville. C'était quelques mois après, donc en octobre 2019. Et donc comme quoi en fait l'évolution était super rapide. Et parce qu'on a combattu aussi aux 4 coins de la France avec Philippe et Patrick. On a été partout avec le van de la boxe. On a fait 8 heures de route par-ci par-là. On a fait une année, on a fait 15-16 combats. Et encore, on a refusé. Et une année, on a vraiment bougé partout. Parce qu'on a rattrapé le retard, en fait. Ouais, tout à fait. Côté, faut boxer. Avec le Covid et tout, Il faut boxer. Il faut pratiquer. Je vieillissais. En fait, il y a plein de facteurs. Et j'ai pas 20 ans non plus. Tout à fait. J'ai que 29 ans, mais c'est 29 ans pour la boxe. Moi, j'ai pas une carrière après 36, 37 ans. J'ai pas envie de prendre des coups éternellement. Donc, il fallait faire les choses vite et bien. Et on a réussi à faire les choses vite et bien. Et là, on est qu'au début, on va dire, pour l'instant. Donc c'est cool. Et parle-nous justement de cette équipe. Autre effectivement, peut-être staff prépa mental. Il me semble qu'on a eu échangé un petit peu là-dessus aussi avec Sylvain, si je dis pas de bêtises. Exactement, ouais. Qu'on salue. Exactement, Sylvain, ouais. J'ai un super préparateur mental là. C'est mon nouveau préparateur mental. J'en avais un avant. Ouais, Stéphane, qui a fait un super boulot, qui m'a emmené au niveau pro, on va dire. Et il lui a fait découvrir. Voilà. Une belle approche. Voilà, une super approche. Et après, en fait, il faut aussi voir d'autres choses différentes. Pour le côté boxe, je reste avec Philippe parce que en fait, il a toujours 3 mois depuis le début. Donc, il y en a un qui essaie de dire pourquoi tu vas pas ailleurs pour voir un peu ce qui se passe. Il y a toujours des gens qui parlent. C'est pas grave. Toujours aller voir l'herbe si elle est plus verte. Voilà. Et l'herbe est rarement plus verte ailleurs parce qu'il y a. On va pas se mentir, dans un club, il y a des défauts, il y a des qualités. On a des défauts, des qualités. Ailleurs, il y a la même chose, sauf que moi, je vois le côté bien. Et je regarde que le côté bien, le côté avantageux qui sont ici. Et voilà. On a la vie derrière nous, on a Philippe, on a Patrick, on a tout un club derrière nous. C'est une vraie famille. Donc voilà, ça, on retrouve pas forcément ailleurs. Donc, il faut aussi rester concentré sur les bonnes choses. Et donc, comme tu disais, du coup, par rapport à mon équipe, donc il y a Patrick Millon. On salue, il y a Philippe qui est là, et ma fiancée du coup, qui est dans mon coin, elle me suit depuis mon 5e combat amateur. On s'est mis ensemble en fait, on s'est rencontrés à la boxe. Et on s'est mis ensemble, on s'est rencontrés en septembre à la boxe 2021, on s'est mis ensemble en novembre. On fait des coupes, c'est impressionnant. Il y en a plein. Comme ça, il reste à la boxe. C'était sa passion de ça, hop, c'était sûr que j'étais au bon endroit. Et là, on se marie en mai prochain, tu vois, donc ça forme des belles histoires, merci. Ça forme des belles histoires, et elle est dans mon coin, c'est elle qui m'a fait les bandages. C'est bien les bandages. Non, franchement, elle était dans mon coin, elle répétait les conseils de Philippe. C'était extra. Une grosse équipe, vraiment. Même s'il manque
qu'une serviette, elle prend le t-shirt. Ah ouais. C'est une bêtise, hein. Mais c'était Ouais, marrant. c'est une petite anecdote sur le combat, c'était marrant. Mais... Enfin, sur le coup, c'était pas marrant, mais après, on a rigolé. Mais ouais, non, on a formé une super équipe. Quand c'est pas Ivana qui est dans le coin, c'est le président du club, qui est le fils de Philippe. Ouais, Donc, vraiment, tout à fait. c'est vraiment tout en famille. C'est vraiment. C'est Une on vraie fait un truc proximité, bien. quoi. Exact. Et parle-nous un petit peu plus de ce côté également prep mental. J'imagine que pour ce combat phare qu'on parle depuis déjà un petit moment, il y a eu une grosse... Alors Philippe, bien évidemment, à la prep physique et j'en passe, et aussi au mental quand même. Sylvain a dû apporter, j'imagine, aussi une vraie plus-value plus, là-dessus. ouais. Un vrai plus. Sylvain, il a apporté une vraie pierre à l'édifice. En fait, surtout quand il a parlé d'opportunité. Parce que moi, j'ai parlé souvent de risque. Ouais. Oui, je prends un risque par-ci, par-là, on prend le combat et compagnie. Et il m'a fait regarder une vidéo en fait de Dylan Chara où Sylvain était présent à ce moment-là. Dylan Chara, c'est un ancien boxeur qui a raté sa carrière, enfin bref, pour des problèmes de yeux. Et en fait, il parlait d'opportunité plutôt que parler de risque. Oui, Et tout à en fait. fait, et là, j'ai ouvert les yeux, je me dis, bah oui, en fait, c'est une opportunité. C'est une vraie opportunité. L'opportunité de briller, Ouais. de faire des choses bien. Parce que tu vois, je parlais de risque de perdre, de prendre un KO. Il fait, ouais, mais l'opportunité, c'était aussi l'opportunité de le mettre KO. Tout à fait. De faire un beau combat, de prouver que. Et en fait, ça m'a fait ouvrir les yeux. Alors, des fois, il suffit d'une petite phrase. Hein. Oui, tout Ce à qui est bien fait. avec Sylvain, en fait, c'est que c'est lui, il nous parle et en fait, on va chercher nous-mêmes les réponses. Ouais. Il donne pas les réponses qu'on va apporter sur un plateau. Il nous pose des questions, il nous emmène sur un chemin et en fait, je réponds tout seul aux questions et je me dis bah oui en fait la réponse je l'avais moi. Tu solutionnes, quoi. Tout simplement. Ouais. Et c'est là, je pense que c'est vraiment important de trouver les solutions soi-même. Et pour se rendre compte, parce qu'effectivement, on en parle de plus en plus, et dans de nombreux sports, que ça soit collectif, individuel, sport d'intérieur, sport outdoor, etc. Tu accordes en moyenne, par semaine ou par mois, combien de temps ou en pourcentage finalement de la prep mentale vis-à-vis de la prep physique, je dirais? Bah, en soi, la prep mentale, c'est un peu tout le temps, on va dire. Enfin, mais après, vraiment concrètement, Ouais. de voir mon préparateur mental, je le voyais une fois ou deux par semaine. Ah, ok. Sylvain, Donc voilà. une vraie fréquence quand Donc même. ouais, qu'on voyait 1 heure par-ci par-là. Surtout à l'approche du combat. Ouais, tout à fait. Parce qu'il y avait un vrai stress. Il y avait un vrai gros stress. Même si j'en parlais pas trop, je disais à tout le monde, oui, je suis dans la meilleure forme de ma vie et tout. Il y a du bon Mais ce qu'il stress. faut savoir, c'est que 2 jours avant le combat, j'étais malade et je suis encore malade Une d'ailleurs. vraie adrénaline, quoi. Donc tu vois, il y avait des stress par rapport à tout ça et je me posais des questions. Je suis malade, est-ce que je vais réussir? Mais je me dis bon, tant pis, de toute façon, maintenant on est là, voilà. C'est voilà. signé. Et la prep mentale a fait le boulot. Parce Ouais. qu'en fait, j'en parle à Sylvain, je fais écoute, je suis malade et tout. Il fait bah écoute, est-ce que ça tu peux le contrôler? Je fais bah non, il fait bah voilà. Et bah concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Tu peux contrôler ta boxe, tout ce qui est autour. La maladie, tu verras. Le jour J, tu vas l'oublier. Et en Ouais, montant sur le ring, en fait, bah j'étais plus malade, toi. En sortant, ouais, j'étais encore rhumé, donc là encore, tu vois. Mais voilà, après le jour J, donc tu vois, des petites clés comme ça, en fait, qui servent beaucoup au Ouais. niveau mental, ouais. Ouais, c'est une vraie approche, une vraie plus-value, effectivement, je pense, pour les sportifs. Parle-nous finalement, de cette année, et puis voilà, des projets à venir. Bientôt. Ouais, bah bientôt, avec Philippe, on part à Toulouse, là, on part le 6-7 novembre, pour Ah combattre oui. le 8. Donc, très proche. Ouais, donc du coup, ce sera pas dans un gymnase, ce sera dans un château. Donc c'est cool. Ah bah c'est sympa. Voilà. On boxe au château de la Garrigue, à Villemur-sur-Tarn, ouais. On a eu plein de propositions, enfin Philippe a eu plein de propositions depuis le combat là, enfin voilà. Je te coupe, du coup, ça marche beaucoup sur invitation. Finalement, les combas. Ouais, C'est sur invitation. Soit on propose. Alors c'est sûr, ceux Les qui ont les promoteurs. budgets, bah ils préparent, ils organisent des soirées. Ouais, des shows. Et ils mettent leurs combattants. Ouais. Ils mettent leurs combattants à droite à gauche. Ils payent des fois même les combattants étrangers pour venir, mais il faut avoir le budget pour ça. Ouais, compris. Nous on fait comme on peut. Ouais. Philippe a les contacts. Ouais. Et du coup il se fait inviter et après il l'invite en retour ou peu Ouais, importe. tout à fait. Ça c'est son rôle de manager Oui, et tout à fait. qui fait super bien à ce niveau-là. Donc voilà, on a invité partout. C'est génial. Mais moi j'ai mon boulot à côté, donc je devais me refuser des combats et tout. Là on avait 4 combats jusqu'à la fin de l'année, je crois. On pouvait encore combattre 4 fois. Waouh. Donc on va en faire 1 ou 2 ou 3, on verra. Mais voilà. Donc pour dire comme quoi on a vraiment des T'as des contacts. contraintes par rapport au protocole cérébraux ou pas? Tu sais Si comment je ça prends se un passe? KO, ouais. Si je prends un C'est KO, seulement j'ai 20 28 jours, ouais. Seulement 28 jours. KO. Ouais, 28. seulement KO. Et par Ok. contre, un gros combat, là, le médecin peut décider à la fin si j'ai des jours d'arrêt ou pas. Parce que j'ai vu que ça commençait vraiment à être très strict au niveau européen. C'est Déjà, normal. ça l'était Ouais, aux il faut. États-Unis depuis un moment. Il faut, en fait, on est un peu en retard par rapport à ça. Et bon, il n'y a pas trop de dégâts, on va dire, au niveau européen. C'est plus sur le côté africain, malheureusement, où il y a beaucoup de morts et de blessés. En Europe, je pense pas trop, en tout cas, au niveau des morts, il y en a, hein, mais ouais, pas trop. mais différent de tous les sports. Mais, c'est vrai que... ouais, mais non, on commence vraiment à mettre des contraintes par rapport à ça et c'est important. Moi, par exemple, je fais 2 IRM par an. J'en ai un obligatoire en janvier Mhm. et j'en fais un deuxième à mes frais au milieu d'année pour être sûr que tout va bien. Ouais, c'est suivi. Quand même. Parce que moi, je me dis, je préfère en faire 2 plutôt qu'un. Oui, c'est. Je vais faire plus que pas assez. T'as bien raison. S'il y a le moindre risque, j'arrête. Je me dis pas, ouais, non, la tout à boxe. fait. Et j'ai mon boulot à côté et c'est pas grave, ma vie elle va très bien. Si j'arrête la boxe, bah, je serai dégoûté. Hein. Je vais faire une petite phase de dépression de 3 mois et puis Ouais. après ça ira mieux. Je me dis, voilà, on remonte toujours la pente. On sait faut que t'es toujours faire passionné, attention à donc la santé. c'est Ouais. vrai que ça
Il y aura un manque, quoi. Ouais, il y aura un manque bien sûr, mais je resterai toujours pas là dans le sport, dans la boxe, dans tous les cas, peu importe ce qui se passe. Mais il faut toujours être lucide et surtout sur la santé. Faut pas rigoler avec ça. Non, faut. Demande à Philippe. Au club, je suis le premier à râler quand les gens ont pas des gros gants parce qu'il faut qu'ils se protègent, quand ils ont pas le casque, pour les plus jeunes, quand ils sont pas protégés. Enfin voilà, je mets vraiment l'accent sur la santé. C'est super important. Est-ce que tu avais ça dès le début ou ça t'est venu, ce genre d'habitude, etc., aussi d'exigence au fur et à mesure de ta carrière? Du côté d'Aix-les-Bains. D'exigence avec moi-même, oui, je l'ai toujours eu, on va dire. Par rapport à tout, la sécurité, l'exigence aussi professionnelle. Ça c'est la sécurité. T'es obligé de monter sur un ring avec un casque obligatoire. Chez nous, hein. En amateur. Amateur ou pro. Okay. En sparring, en sparring, hein. Après, protège-dents, coquille, comme il l'a dit. On regarde souvent les gros gants. Parce qu'il y en a qui font du sac. Tu vas taper dans un sac. Eh ouais. Après, tu retournes. Non, faut au moins 2 paires de gants pour taper dans le sac. Et puis après pour faire les non, c'est super important parce que comme il dit Philippe, avoir le matériel. Non, on fait attention, mais après il n'y a pas de. Après voilà, il y a toujours des accidents, malheureusement, c'est un sport de combat. On fait des coups dans la tête, dans les organes vitaux, au niveau du corps. Faut être lucide. Il peut y avoir des accidents, mais on limite en tout cas ce qu'on peut faire à notre niveau. Encore une fois, ce qu'on peut contrôler nous, pour revenir à la prépa mentale, tu vois. On peut contrôler certaines choses. On passe par là et voilà. Mais j'ai toujours fait attention un peu à ça, oui. Après, peut-être. Est-ce que la maturité, tu l'as vu en venant ou est-ce que t'es un peu foufou au tout début? Un peu foufou, on va dire. Foufou, mais quand même lucide, parce que vu que j'ai commencé tard, j'avais quand même cette maturité, on va dire d'adulte, entre guillemets, j'avais 22-23 ans quand j'ai commencé. Ouais. Par contre, je suis lucide plus depuis que je suis passé en pro. C'est-à-dire que depuis que j'ai pris un knockdown dans mon deuxième combat pro, en fait, j'ai réalisé qu'en fait, à tout moment, on peut tomber. On n'est pas invincible. Donc en fait, ça m'a vraiment servi ce combat-là. C'est une défaite, mais ça m'a servi. C'était le 25 mai 2024, deuxième combat pro à Gaillard. Et ça m'a servi. Et en fait, ma fiancée du coup bosse aussi dans la radiothérapie, donc pour les cancers, tout ça, et à voir en fait tous les dommages cérébraux, tous les trucs comme ça, les maladies dégénératives. Et donc on prend quand même conscience qu'on n'est pas à l'abri de tout ça. Ouais. Et quand on voit à droite à gauche ce qui se passe, à tout moment ça peut arriver. Donc j'essaie de limiter, en tout cas à mon niveau, de faire ce qu'on peut. Voilà, on fait ce qu'on peut au club. Après, voilà, on fait un sport de combat. Donc, dans tous les cas, puis il y a la sécurité, ça, il vient de le dire. Puis on a pas mal de gamins. Ah oui. Donc, si on veut qu'il y ait des gamins au club pour promouvoir la boxe, il faut faire attention. Effectivement. Voilà. Effectivement. Moi, je trouve qu'on met des casques. Voilà. La plus grande légende de ce sport aussi a été victime d'une maladie qui est par rapport au cou. Donc, forcément, c'est aussi quelque chose qui est significatif et qu'il faut faire attention pour tous les gens qui pratiquent ce sport. Bien sûr, c'est vrai que Mohamed Ali, je pense que tu parlais de lui, voilà, on est d'accord, par rapport à Parkinson. Après, c'était pas la même époque. Il aimait bien beaucoup prendre des coups, sans parler mal de Mohamed Ali, parce que ça reste une légende. Mais il esquivait beaucoup, il prenait quand même beaucoup de coups, Mohamed Ali. C'est un boxe, et on a un poids lourd. Et les gants à l'époque, c'était pas les mêmes. Tu vois, les gants grain de cheval de l'époque, ça fait peur, moi, tu vois, les gants. Et il y avait 15 rounds en pro. Ouais. Il boxait en 15 rounds. Donc, et puis l'arbitrage, il est complètement différent. Tout a changé en 45 ans. Il y a 50 ans, c'était pas la même chose. Ouais, non, mais après, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de risque. Il y a toujours des risques. Mais maintenant, le matériel a évolué. Le casque, on parle de casque, mais surtout pour les coupures et compagnie, c'est vrai, comme il dit Philippe, par rapport au casque. Mais surtout, voilà, les gants, le bandage, tout est bien manger, bien s'hydrater, ça passe par là aussi. Certains sous-codent ça. Mais hydratation, le cerveau, quand il n'est pas hydraté, c'est là qu'il prend des coups qui peuvent être fatals, en fait. Ça se dit pas fatal, non, on dit fatal. C'est bon. Jamais, il va faire des erreurs à la radio, quand même. Mais voilà, c'est là qu'on peut prendre des coups, on va dire, qui peuvent vraiment faire très mal, des dégâts sur le long terme. Donc, faut être hydraté, bien manger, pas boire d'alcool. Il y a tout ça qui entre en jeu, en fait. Donc, faut prendre les choses quand même au sérieux. En sorte d'en prendre le moins possible, surtout. Ouais, voilà, c'est exactement. Le but, c'est quand même de défendre la compagnie. Mais des fois, on dit, faut toucher sans se faire toucher. Oui, des fois, il faut se faire toucher un peu pour pouvoir toucher. Malheureusement, il faut un peu s'avancer pour percer la garde, on va dire. Donc, mais des fois, il y a des KO, comme on vient de dire, là, c'est surtout des fois à l'entraînement. Parce que l'entraînement, c'est tellement dur. Et plus dur encore qu'un combat. Et à force de prendre, comme Yann veut dire, des coups de répétition, c'est là que tu te fais mal après. C'est vrai, c'est important ce qu'il dit Philippe là, parce que c'est à l'entraînement qu'on se blesse. C'est pas au combat. Oui. Au combat, on regarde dans les combats que j'ai fait face à Shadji Baraya, des coups à la tête significatifs qui ont vraiment touché, je dois en prendre moins de 5. Qui m'ont vraiment touché, je parle. Il y a encore même pas. Mais je dis moins de 5, c'est même pas 5.
Tandis qu'en sparring, on en prend énormément. Hier soir, vous êtes bien donné. Ouais, hier, j'ai fait 6 rounds de sparring avec un 80 kilos environ. J'ai vu passer quelques vidéos, je te coupe. Effectivement, ça donnait, ouais. Ah ouais, non, c'était 6 rounds de guerre. C'était 6 rounds, on a envoyé des parpaings. Mais pour se préparer au combat. C'est bien. La Faut pas le faire tous les jours. La concentration est primordiale parce qu'il y a tout le temps des failles qu'il faut couvrir, etc. Et toi, tu fais comment pour garder cette concentration au maximum sur plusieurs rounds, et c'est long parce que la lucidité s'estompe au fur et à mesure parce que voilà, l'effort est intense. Comment tu gères ça, toi? Bah en fait, ça passe par l'entraînement. Bah hier, par exemple, au club, à la fin de l'entraînement, on a fait avec tous les jeunes et enfin tous les loisirs un entraînement en anaérobie lactique qui sert en fait, par exemple, à savoir se maîtriser et rester lucide quand on est en zone rouge, quand on est en zone où on maîtrise plus rien. Et là, en fait, ça sert à ça. Ça sert à ça, à mettre des coups, des vrais enchaînements de boxe, à respirer, récupérer, du fractionné, du 23-7, du 40-20, du 50-10. Du seuil. Un peu, voilà. C'est vraiment ça. Et en fait, rester au maximum, au plus haut de la zone rouge et avoir un faible, très faible temps de récupération pour le jour J, en fait, être prêt. Et grâce à ça, sur le ring, en fait, on n'est jamais en manque d'oxygène. On n'est jamais, quand on arrive là, c'est que c'est vraiment donné au maximum. Mais sur 6 rounds, moi je sais que j'ai la caisse pour faire déjà 10 rounds. J'ai déjà la caisse pour. Après, pas 10 rounds intenses du début à la fin, peut-être pas encore, parce qu'on se préparait en fonction d'eux. Mais en tout cas, pour un 6 rounds, on est prêt en étant lucide pour un 6 rounds. Ah, c'est excellent, quoi. C'est vraiment excellent. Parle-nous un petit peu, parlez-nous même, effectivement, du club, de cette structure, et puis également des partenaires, parce qu'on le sait, tu nous le disais, c'est une vraie famille et c'est aussi des infrastructures mises à disposition. Tu peux peut-être, Philippe, également nous en dire un peu plus là-dessus. La structure, on connaît une structure ville, voilà, tant mieux, c'est gentil. Après, nous, on a aménagé dedans, il y a pas mal de ring, tout ça. On a beaucoup de monde. On a une belle école de boxe éducative que Jimmy venait nous aider avant. Bon, il travaille, mais il revient, c'est pas un problème. On a beaucoup de jeunes, ça c'est très bien. On a des gens. On va être pas loin de 350. Ah oui. Parce qu'on fait de l'anglaise et du pied-point. Ouais, tout à fait. Donc tout ça, ça sera pas mal. On va essayer d'arriver à 400. Allez. Hein. C'est très bien. Et ça sera très bien. Il y a Tom qui va après, pardon. Je vais venir, c'est pour ça. Allez, on fera un de plus. Et puis bon, la ville nous aide, bien sûr. Le conseil régional. Donc avec tout ça, voilà. Fait partie du CASA. Tout à fait. Tu es également ambassadeur de la ville d'Aix. Ouais. On reviendra juste après pour finir là-dessus. Important. Tout à fait. Pour la ville, là, avec vous, on en parle. Ouais. Hier, il y avait le FR3. Oui. On en parle. Quand on était à Paris, si vous regardez bien, il parlait aussi beaucoup d'Aix-les-Bains. Ouais. Donc voilà. Et puis, on va partir aussi à Toulouse. Et puis, on va bien voir. Hein. C'est génial. Pour terminer, dis-nous, effectivement, c'est une vraie fierté d'être ambassadeur de cette belle ville, d'Aix-les-Bains. Ah ouais, c'est une grosse fierté, en fait. Ouais. Quand j'ai été élu ambassadeur sportif, du coup, on va dire, je suis seul boxeur de la ville et pro, et même du département, pardon. Et du coup, une fierté de porter les couleurs de la ville, en fait, parce qu'on est une quinzaine dans le club. Il y a pas mal de sports où il y a des podiums mondiaux et tout. Donc moi, parmi eux, en fait, des fois même, il y a même le syndrome de l'imposteur. On se dit, mais est-ce que j'ai ma place là? Est-ce que vraiment je dois être là, quoi? Parmi tous ces grandes personnes. Et en fait, quand j'ai été élu sportif de l'année en 2025, je me suis dit, en fait, j'ai ma place. Ils m'ont même reconnu, ils ont voté pour moi pour être sportif de l'année. Tout à fait, c'est le sens des congrès, ouais. Et là, je me suis dit, en fait, si, en fait. Puis des fois, on sous-code toujours son travail en disant, est-ce qu'on est au niveau, est-ce que je suis prêt vraiment? Et en fait, quand je regarde en arrière, et je me dis, en fait, il y a plein de choses qui ont évolué, je vois même mon développement physique, je vois les photos d'avant, je me dis, mais c'est chaud, en fait, on ne dirait pas la même personne. Et les gens me disent autour que j'ai changé sur plein de trucs, et c'est le meilleur moyen de voir comment on a changé, c'est les autres, en fait. Ils nous ont connus avant, qui nous voient maintenant. Et donc, par rapport à ça, c'est une fierté de représenter Aix-les-Bains. Partout où on va, comme il dit Philippe, il parlait d'Aix-les-Bains à la télé, on avait la veste d'Aix-les-Bains, enfin vraiment, Aix-les-Bains est marqué partout, même sur mon short de combat en or. Oui, exact. C'est vraiment, je vais très belle Aix-les-Bains. Et on parlait, on parlait du club, on fait les handicaps. Oui, exact. On a commencé il y a très longtemps, on est des pionniers. Donc grâce à la mairie, parce que c'est bien quand même. On fait les handicaps, on fait les personnes en fauteuil roulant. Donc ça amène du monde. C'est vrai que je trouve ça très beau, effectivement, de pouvoir apporter et développer le sport. Et puis ce qui est bien, c'est que le soir, ils sont avec plus de personnes possible. Les gens, ils nous aident aussi avec eux, donc on se mélange. C'est très bien. C'est génial, c'est génial. Et en tout cas, merci beaucoup, Jimmy et Philippe. C'était encore un très bon moment d'échanger avec vous autour de la boxe, autour de ce fameux combat
qui restera gravé sans doute. On parle d'une belle opportunité, bien Gravé évidemment. dans la roche, comme mention d'entrée. Exactement. C'est sûr qu'il y en a encore des autres. Hein. Exactement. Ah bah, on espère. C'est la suite d'une belle série en tout cas. Tout reste à écrire. Et puis en tout cas, eh bien bravo pour ce que vous faites, le club, et puis aussi de manière individuelle, je dirais dans ta carrière, mais individuelle, mais le collectif avant tout, parce que vous êtes une belle équipe, comme tu le rappelais, familiale avant tout. Et puis en tout cas, eh bien nous vous souhaitons une belle réussite pour la suite. Chers amis, nous lançons une pause musicale. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Et de retour dans l'émission 9 de 1 partez. Après eh bien une première partie, nous avons échangé avec notre boxeur aixois Jimmy Lalin et son fidèle coach Philippe Fontanel. Et bien nous poursuivons l'émission avec un aventurier, un homme de défi qui réalise de nombreux défis, notamment pour soutenir de très belles causes. Et pour cela, eh bien nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Pugieux. Salut Thomas, comment vas-tu ? Salut, merci pour l'invitation. Merci infiniment en tout cas d'être présent ici et bien sur le plateau du studio de Radio Grand Lac ici à Aix-les-Bains. Alors effectivement, tu réalises de nombreux défis, tu en as réalisé, tu vas sans doute encore en réaliser d'autres. En tout cas, cela fait partie de ton ADN. Mais moi, j'aimerais revenir avant tout sur un défi que tu as réalisé il y a pas si longtemps que ça. Okay. Où effectivement, il y a eu une certaine traversée du lac et puis une certaine ascension du Mont Revard. Dis-nous en plus. Ouais, exact. Et écoute, ce projet que j'ai baptisé Tetra, donc que j'ai réalisé ça le samedi 6 septembre. Donc l'idée c'était de traverser le lac dans sa longueur et de suivre par l'ascension du Revard. Et ça, du coup, pieds nus, ouais. J'allais le dire, parce que l'ascension du Revard, c'est un fait. Pieds nus, c'en est un autre. c'est plutôt costaud, quoi. Ouais, ça paraît loufoque, mais voilà, c'était quelque chose qui était mûrement réfléchi et voilà, dans une idée aussi de minimalisme qui m'anime depuis longtemps en tout cas. C'est quelque chose qui traverse mes aventures. Voilà, toujours chercher à essayer de faire avec le moins possible et surtout que voilà, le fait de le faire pieds nus, pour moi ça montre aussi de quoi je suis capable, on va dire. Donc de jouer vraiment avec mon corps et la totalité de mon corps, on va dire. Donc l'esprit effectivement minimaliste, c'est vraiment une volonté dans tes défis. Ouais, complètement. Ça s'intègre dans pas mal de mes défis en tout cas et surtout celui-ci. Alors en l'occurrence, voilà, le minimaliste, ça repose sur essayer d'avoir le moins d'équipement possible. Mais voilà, la traversée, j'avais une combi, j'avais un shirt, mais en tout cas, c'était d'essayer d'avoir le moins d'équipement et de le faire avec mes capacités physiques et sans reposer sur trop d'équipement. Et ouais, ça a du sens pour moi et c'était important en tout cas de A à Z de ce projet-là. De réaliser ce défi uniquement par la force humaine, ouais. Et si c'est pas indiscret, effectivement, est-ce que c'est par rapport à une éthique, plutôt une force, par rapport à ton développement personnel, ou est-ce qu'il y a aussi peut-être une éthique environnementale aussi, un petit peu? Ouais, il y a peut-être un peu de ça, mais il y a une sensibilité à ça aussi, de voir que on a un corps en fait et qu'on est capable de beaucoup de choses et que j'ai l'impression, en tout cas, j'ai le sentiment que du moment où on compense avec, par exemple, des semelles ou une surface ou en tout cas un tissu ou autre, peu importe, on perd en tout cas de ce qu'on est réellement capable de faire. Alors, je kiffe les baskets, je kiffe avoir des vêtements techniques et tout ça. Je repousse pas et je suis pas anti de tout ça, mais en tout cas, pour moi, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire, et moi ça repose sur vraiment essayer de jouer les pieds, les mains, les bras, les mains, le corps quoi, tout simplement. Tout à fait. Et donc on voit encore aujourd'hui que on nous vend les meilleures baskets pour éviter d'avoir mal au dos ou que sais-je, en tout cas des problématiques physiques, corporelles. Et en fait il y a toujours des soucis, et que peut-être que si on se rebase un peu sur peut-être se mettre pieds nus parfois sur essayer de trouver en tout cas un environnement sécurisé pour le faire avant de se dire voilà, je vais marcher pieds nus en ville, tout ça, mais peut-être déjà chez soi en fait se dire on est H24 en chaussures, tu vois, on se lève de notre lit, on a des pantoufles, c'est ça. On sort de chez nous, on a des chaussures, à aucun moment en fait on fait respirer notre pied, et notre pied il est sans cesse dans quelque chose de plus ou moins figé, quoi, de structuré. De structuré. Après, tout dépend la chaussure que tu portes, tu vois. Donc, mais en tout cas, c'est de se libérer parfois de ça pour essayer de ressentir aussi les choses. Et moi, j'ai besoin aussi de ressentir dans ce que je fais. Et donc, ça part un peu de ça aussi, ouais.
Et donc un défi que tu as mis combien de temps finalement pour effectuer ce long trajet? Raconte-nous peut-être finalement un peu peut-être un peu l'ADN déjà. Ouais, la genèse de Tetra. Ouais, la genèse, peut-être parler de ça. Ouais. Déjà, il y a eu une traversée un peu plus petite, mais de la largeur du lac, il y a quelques années. Et ça, je pense, mis une petite graine un peu dans ma tête en me disant, il y a la largeur, on verra plus tard le long, quoi. La longueur. Ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà beaucoup, en tout cas. Traverser le lac dans sa largeur, c'est déjà un sacré challenge. C'était quelque chose de tout nouveau, c'était quelque chose de tout nouveau et de nouvelles sensations. Et ça, c'était génial. Et ce sentiment de traverser, et moi, c'est quelque chose aussi qui m'anime aussi, plus que de faire des boucles ou tout ça. En tout cas, de partir d'un point et d'arriver à un autre, c'est un sentiment pour moi d'aventure. Enfin, voilà, il y a cette sensation-là qui me plaît et c'est pour ça que j'aime traverser, on va dire, plus que. Mais donc c'est parti, je pense, un peu de ça, en tout cas. Enfin, c'est même certain. Et c'est à ce moment-là où aussi j'ai découvert un peu l'endurance de manière générale avec la course à pied et le trail. Ouais. Et voilà, donc en tout cas, la traversée, l'endurance, et puis voilà. Je pense que ce projet est né un peu de ça, et puis voilà, ce désir d'aventure, tout ça, tout simplement, quoi. Et si je dis pas de bêtises, accrocher tout ça avec une belle cause. Ouais. Aussi. Ouais, pour moi c'était important aussi, ce projet-là. J'ai pour habitude, moi, un peu de partir solo et de faire mes trucs de mon côté et de partager aussi ça un peu sur les réseaux. Mais là, c'était de donner une dimension aussi humaine. Donc, non seulement de travailler avec des gens, mais aussi de le faire en soutien auprès d'une association, quoi. Donc, qui était le comité handisport de Savoie. Ouais, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et ensuite, effectivement, tu t'es dit, bah voilà, il y a cette traversée du lac. Ouais. Et ensuite, pourquoi pas rallier le Revard? Et pourquoi le Revard finalement? Ouais, pourquoi le Revard et pas un autre? Je sais pas, j'avais envie aussi de raconter quelque chose au travers de ce défi. C'est pas que ça me suffisait pas, hein, c'est pas du tout ça, c'est que je sais pas, il y avait une espèce pour moi d'évolution, tu vois, de partir de l'eau qui est, on va dire, source de vie par excellence de nous, tu vois. Donc partir de ça, de sortir, d'évoluer sur Terre, et puis je sais pas, pour la symbolique de rejoindre, on va dire, un sommet. Et donc le Revard m'a semblé être évident pour moi, parce que déjà en termes de distance, je voulais pas forcément étendre la traversée trop long, bien que ça reste 13 km et un peu dénivelé. Oui. Mais je voulais pas non plus et puis voilà, ça représente aussi Aix-les-Bains. Moi j'ai grandi ici, et que le lac du Bourget et le Revard sont des symboles, et que je voulais mettre à l'honneur ces deux environnements. Ces deux lieux, tout à fait. Quoi. Effectivement, c'est des lieux qui sont chers à toi, et tu as à cœur finalement de les relier. Puisqu'effectivement, comme tu le dis, tu habites pas très loin d'Aix-les-Bains. Je pense que voilà, il y a aussi cet aspect peut-être d'affection, en tout cas. Voilà, et je pense qu'effectivement, on est sur un ensemble finalement dans ce projet, à la fois effectivement humain et puis caritatif, avec une belle cause. Effectivement, c'est assez chouette, quoi. Ouais, complètement. Tu as d'autres. Enfin, est-ce que dans le passé, tu peux nous en dire plus finalement sur quelques projets, quelques aventures que tu as fait? Il y a eu, moi je viens du parcours. Ouais. Je vais peut-être commencer par ça, donc l'art du déplacement peut-être pour certains. Donc, est-ce que j'explique un peu ou pas du tout? Non, pas forcément. Succinctement, peut-être. Ouais. En tout cas, voilà, c'est l'idée de s'exprimer avec son corps et d'utiliser des techniques de franchissement d'obstacles. Donc, en interagissant avec ce qu'il y a autour de moi. Et je pense, c'est pour ça que je commence avec le parcours, parce que ça vient de là. C'est le corps, bouger, et l'environnement. Et de là, en fait, après, je me suis dit, étendre le truc à faire des aventures, et pas uniquement faire des sauts et tout ça, mais de courir, d'aller en montagne, voilà. Et c'est, je pense, mon désir d'aventure, il est né aussi du parcours, quoi. Donc après, il y a eu un marathon aussi. Ok. Ouais, donc vraiment, je me suis rapproché un peu des sports d'endurance, comme j'ai pu expliquer. Et cette année-là, ouais, pourquoi pas marathon. Et puis voilà, il y a eu marathon, mais sans chaussures. Ah oui, ok. Ouais. Ah ouais. c'est énorme. Donc 42 km et quelques. Ouais, c'est ça. Ouais. La trace officielle du marathon sans chaussures, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment aucune
qu'une chaussure, qu'une surface au pied. Incroyable. Ah oui, c'est assez incroyable. Ouais, il y a eu ça. En tout cas, pour rester dans ce démarche de minimaliste, il y a eu le Tour du Lac aussi en courant, la fameuse course, le GTL. Le 75 km, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Ouais. Donc là, pareil, mais je l'ai pas fait pieds nus. Parce que je suis pas fou non plus et que les trails pieds nus c'est vraiment difficile. Non, avec par contre des chaussures très minimalistes du coup pour rester encore une fois dans ce truc-là. Des méduses. Et de quoi des méduses. C'est exactement ça. C'est vraiment des espèces de chaussettes. C'est ça. Okay. Ouais, ça, c'est que t'enfiles quoi. Et il y a eu ça. J'ai un oubli, mais en tout cas. Et puis ouais, des sauts aussi en parcours. L'état de tes pieds à la fin, c'est comment avec les chaussures ça va, mais même pieds nus en fait, à force d'évoluer pieds nus sans forcément dans le cadre un peu dans mes défis, tu renforces déjà ton pied et puis tu crées un peu de corne aussi. Donc et puis je pense qu'il y a aussi tu développes aussi une insensibilité, on va dire, tu vois, tout ce qui est surface un peu irrégulière, entre guillemets, la corne permet ça, je pense aussi, et puis par habitude, tu vois aussi, donc. Très bien, et parle-nous un petit peu du coup, et bien forcément de tes projets à venir, parce que j'imagine qu'il y en a, sans doute un certain nombre qui te trottent en tête. Dis-nous en plus. Ouais, il y en a un là qui commence à traverser mon esprit, qui serait de faire la traversée de la chaîne des Aravis en courant. Est-ce qu'il y aura un aspect minimaliste dans ce défi-là? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, je réfléchis un peu à ça. Ouais. Et, ah oui, là, ça représente quelques kilomètres, ouais, avec du dénivelé. Ouais, c'est incroyable. Je sais plus, je crois que c'est 70. Ouais, c'est une trace de 70 et un bon 4 ou 5000, si ce n'est plus d'ailleurs. Ouais, de mémoire. Ouais, il y a ça. En tout cas, on va dire en gros défi de l'année, ce sera peut-être ça. En tout cas, c'est pas encore acté parce que je vais peut-être le faire avec quelqu'un aussi. Mais voilà, on en parle et on va essayer de réfléchir. Et est-ce que l'idée c'est de sortir en temps ou pas du tout? On n'est pas sur le fait de vouloir reprendre le chrono de la trace. C'est simplement être finisher. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce qui me plaît. J'oublie un peu le temps dans tout ça, dans ce que je fais. C'est un paramètre important pour te donner un peu, voilà, pour l'entraînement aussi, pour la préparation. C'est sûr, c'est un repère. Mais lors de mes défis, je me fie à mon instinct, à mes sensations, et c'est à ça, voilà, que je me connecte plus que voilà à ma montre et de me dire je vais arriver avant 17h ou machin. Voilà, je suis plutôt à écouter mes sensations. Et je pense tout le temps opéré comme ça, en tout cas dans mes défis, et notamment là d'un ultra trail aussi que j'ai fait récemment avec une amie où voilà, c'est ça, on s'est écouté, on a communiqué et c'est en partie pour ça qu'on pense qu'on a réussi ce défi, au-delà de se dire on veut terminer avant 20h ou peu importe. En tout cas, le temps n'est pas compris dans mes défis. C'est un repère certes, mais pas. Et pour finir en quelques mots, finalement, le fait d'associer certains projets à une cause ou à une association, quels sont finalement pour toi, pas les prérequis, je dirais, mais qu'est-ce qui va plus t'inciter finalement à choisir telle ou telle association, pardon, ou telle ou telle cause, par exemple? Ouais, carrément. Bah là pour le projet Tetra, c'était en tout cas, moi je me suis rapproché du comité handisport Savoie. Je trouve que c'est un public inspirant, les personnes en situation de handicap. Pour moi, ils incarnent la résilience et de transformer la force, comme ça. Pour moi, on peut pas. Enfin, je veux dire, ils montrent aussi que tout le monde peut bouger, peu importe les capacités. Et pour ça, moi, c'est hyper inspirant et c'était aussi de mettre à l'honneur cette énergie-là au travers de mon défi, quoi. De ton défi, ouais, tout à fait. Non, mais ce qui est génial, en tout cas, c'est chouette, effectivement. Je pense que le terme résilience est plus que logique et cohérent, comme tu le dis, quoi. C'est le fait du dépassement de soi et quel que soit effectivement le. Je sais pas si dépassement de soi. Pardon, je coupe, mais je sais pas si c'est le mot. En tout cas, peut-être que ça. Pour tes défis. Ouais, pour mes défis, je sais pas si peut-être qu'on y voit tout ça, une espèce de dépassement. Et
Moi, je dirais plus que je m'en rapproche de mes limites et j'essaye de les titiller, on va dire, entre guillemets, plutôt de dépasser. C'est plutôt cet état d'esprit-là que je me mets en tête. J'ai peut-être une peur, une crainte, en tout cas, si je dépasse mes limites, d'être hors de moi et de plus incarner vraiment ce que je suis et pourquoi je fais ce projet, quoi. Donc, je comprends l'idée de dépassement de soi. Peut-être de simplement s'en rapprocher, ça va plus révéler ce qu'on est capable de faire, au bout des choses, quoi. Ouais, tout à fait. Avec ses prérequis personnels, tout à fait. Écoute, en tout cas, merci beaucoup Thomas d'être venu à nos côtés aujourd'hui pour mettre en lumière tes nombreux défis. Bravo pour ce que tu fais. Continue également sur cette lancée. Je pense que 2026, il y aura aussi, comme tu nous l'as un peu dit, en tout cas un chouette défi. Si c'est pas celui-là, ça sera un autre. Mais en tout cas, continue sur cette dynamique. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, merci à vous. Un vrai bravo parce que c'est c'est énorme. Hein, c'est énorme. Vraiment. Merci beaucoup. J'arrive même pas à marcher pieds nus chez moi. Non, rien que pour ça déjà, c'est énorme. Ouais, même chez toi, je suis vraiment. T'as une peur de ça ou Non, c'est par habitude. Ouais, par habitude, je pense. Ouais, puis l'aspect de sécurité chez soi, etc. Enfin, c'est naturel, quoi. Ouais, là, c'est vraiment exceptionnel ce que tu réalises. Donc bravo à toi. Un grand bravo toi. Nous allons finir l'émission comme d'habitude avec les chroniques de Driss. Driss, c'est à toi avec une page foot pour commencer. Qu'en est-il du côté de l'Olympique Lyonnais ? Exactement, on va parler de l'OL. Après un très bon début de saison, les Lyonnais ont une baisse de régime avec 2 défaites de suite. Depuis le début de la saison, l'OL avait perdu seulement à Rennes. Sur des décisions d'arbitrage un peu controversées. On se rappelle le carton rouge des Lyonnais de Morton et un carton rouge qui n'avait pas été sifflé pour le Stade Rennais. Puis l'OL est parti en trêve internationale avec une défaite au Groupama contre Toulouse dans les dernières minutes du match, après avoir maîtrisé le rythme toute la rencontre. Voilà. C'est vrai que l'égalisation vient à la 87e, donc ça arrive très tard. Puis l'OL a également mal repris après la trêve dans un match très disputé face à une équipe en grande difficulté cette saison, c'est Nice, à l'Allianz Riviera. Donc voilà, c'est soldé sur une défaite 3-2. Malgré une meilleure deuxième période avec un penalty raté, voilà, tu n'arrives pas à te rassurer. Et il faut vite oublier l'épisode Toulouse, je pense qu'il va laisser des traces. Mais je parlais aussi la dernière fois on avait peur cette saison que l'Europa League soit peut-être les matchs en trop. Au final, je trouve que l'Europa League des fois relance la dynamique de l'OL, pourrait leur servir à des fois jouer d'autres types d'équipes, parce que c'est vrai qu'en Ligue 1 il y a pas mal d'équipes qui jouent bloc bas, etc. Pas vraiment de coachs cérébraux qui proposent du jeu tactique, etc. Donc c'est vrai que dans les autres pays, des fois, on a des idées différentes et ça permet des fois à l'OL de mieux manœuvrer les équipes en face. Donc voilà, un OL qui va devoir se rassurer. Voilà, on attend un peu qu'il travaille beaucoup avec de l'efficacité, de nouvelles recrues très pertinentes à l'image de Morton qui est arrivé cet été, qui est un très bon milieu de terrain. Voilà, les hommes de Da Fonseca sont 5e à 3 points du leader marseillais. Prochain match qui est actuellement en train de se dérouler au Groupama face à l'équipe suisse Bâle. D'ailleurs, ils mènent 1-0 avec le but de Tolisso à la 3e minute. Donc l'OL d'ailleurs commence bien ce match de Ligue Europa. Ah oui, c'est plutôt pas mal. Et valide un peu ce que je viens de vous proposer. Donc voilà, ça va être important de bien manier ce match de Ligue Europa pour ensuite bien préparer le match de Strasbourg ce week-end dimanche, qui va être très important car Strasbourg est une équipe qui est tout simplement sur un petit nuage depuis ce début de saison. On rappelle, c'est une équipe qui est avec les propriétaires Blue Sport qui ont aussi également Chelsea et qui cette année ont vraiment une belle équipe, sont 3e d'ailleurs, et ont réussi à obtenir un nul au Parc des Princes le week-end dernier. Donc ça va être un très beau choc de Ligue 1 entre 2 belles équipes qui sont très bien positionnées aussi, un concurrent direct pour les places européennes pour l'OL. Donc à suivre, et on espère que l'OL arrivera à bien négocier ce déplacement, cette réception, pardon. Eh ben, en tout cas, on leur souhaite. Qu'en est-il du côté du FC Annecy ? Alors, Laurent Guyot et ses troupes reviennent avec de meilleures intentions après la trêve. Les Annéciens étaient sur 3 matchs sans victoire avant la trêve internationale. Ils réagissent et viennent à l'emporter du côté de Clermont, 16e de Ligue 2. Donc, une victoire qui est logique sur le papier, mais il fallait quand même la prendre pour se relancer.
Voilà, ils retrouvent leur parc des sports devant un public ce week-end face à Saint-Etienne dans un derby qui risque d'être incroyable. Et on espère vous voir nombreux samedi à 20h pour le premier match vraiment à domicile de la saison. On peut espérer quelque chose dans ce derby malgré que Saint-Etienne est 3e de Ligue 2 parce que voilà, les Verts ont concédé 2 défaites sur leurs 3 derniers matchs et surtout la dernière face au Mans qui est vraiment alertante voilà, avec une équipe de Le Mans qui n'avait pas gagné à l'extérieur depuis le début de la saison, qui est promue en Ligue 2 depuis cette saison. C'était une défaite assez étonnante. Donc je pense que Annecy a sa carte à jouer et puis on espère que Annecy trouvera un meilleur rythme de course pour cette saison. Ils commencent moins bien la saison que l'année dernière, ce qui leur avait permis d'être dans le bon wagon et d'espérer un barrage en fin de saison. Là, c'est pas le cas du tout cette saison. Donc voilà, on espère qu'Annecy va vite reprendre une meilleure dynamique. C'est vrai que Laurent Guyot est là depuis de nombreuses saisons, donc je pense qu'il sait gérer aussi les moments un peu moins bons. Et il va falloir que Annecy retrouve un peu plus d'efficacité et d'animation offensive, parce que gagner 1-0 contre Clermont c'est bien, mais je pense qu'il y avait l'opportunité de vraiment se rassurer avec plus de buts, plus de risques pris en tout cas au niveau du secteur offensif. Et avec un stade en tout cas je pense pour le retour il y aura du monde qui est très sympa et qui s'annonce effectivement qui a connu une belle fête en tout cas, qui a connu la Ligue 1 avec Evian. Ouais, tout à fait. Et quelques années maintenant. Désormais voilà une très belle infrastructure une nouvelle fois, donc ça promet. Puis effectivement contre Saint-Etienne, donc en tout cas une très belle soirée à venir. Exactement. Une page basket avec le ex-Maurienne, ça va basket. Comment vont nos ex-Y? Super bien. On s'était quitté sur des défaites, mais là il y a 2 victoires de suite depuis la décevante élimination en Coupe de France face à Antibes de seulement 3 points. 2 victoires face à l'ASA, donc l'Alliance Sport Alsace, plus 7 à l'extérieur, puis à la Marlioz avec un plus 4 face à Denain-Voltaire lors de la 6e journée. Retour de trêve et déplacement à Vichy, 4e demain, et la SMB est 8e sur 20 équipes dans cette Pro B. Donc on retrouve une équipe qui reprend un peu ses habitudes de l'année dernière et qui essaye de se positionner dans les places qualificatives pour le tournoi de fin de saison. On espère qu'ils seront en tout cas dans ces places qualificatives tout au long de la saison pour avoir cette confiance, pour enchaîner les matchs. On sait que en basket il y a des dynamiques qui montent, qui grimpent très vite parce que les matchs s'enchaînent, et on espère qu'ils arriveront à négocier ça pour le mieux. Eh oui, tout à fait. Un point hockey sur glace avec les éléphants de Chambéry. Belle réaction de nos éléphants qui on avait reçu il y a 2 semaines avec son coach. Et puis un joueur, on avait évoqué leur belle prépa, mais des débuts compliqués en match officiel. Ils ont réagi directement à l'extérieur à Strasbourg au bout d'un match incroyable, qui sont allés en prolongation, donc victoire 4-3 et une large victoire face à Nantes 7-2. Petite revanche de la finale d'il y a 2 ans où Chambéry s'était incliné en finale 3-2. Donc Chambéry 7e sur 16, prochain match samedi à Cholet. Donc voilà, on parlait avec eux il y a 2 semaines d'un groupe qui commençait à se solidifier, à avoir de belles initiatives, et voilà, ça commence à prendre forme, et on espère que leur dynamique continuera comme tel. Ah oui, ça serait en tout cas une belle dynamique, effectivement. Du rugby avec les Chambériens du Soccer Rugby. Première victoire de la saison à l'extérieur après 8 journées, et ça arrive pour le derby face à Bourgoin-Jallieu. Victoire très serrée 12-13 dans un match qui était rempli de tension. Première fois que le groupe enchaîne 2 succès de suite cette saison. On parlait la dernière fois, tu sais, que des victoires de domicile et que des défaites à l'extérieur. Ils ont réussi à redresser cette tendance. Ouais, cette tendance. Ouais. Et on se retrouve au Stadium de Chambéry vendredi le 31 face à Massy Essonne, 4e de national, à 4 points du leader Nice. Donc voilà, on espère que le SOG Rugby continuera à avoir les mêmes intentions que les saisons dernières. Et ça fait plaisir de prendre cette victoire à l'extérieur, en plus dans un derby. On sait que l'année dernière, on leur avait mis un bel écart, je crois, plus de 20 points à 0 au Stadium. Plus important. Donc ils ont voulu se venger, et malheureusement pour eux, le SOC a réussi à remporter ce match à l'extérieur encore une fois. Et enfin, le handball avec la Team Chambé. Alors nous étions quittés sur une défaite lors de la journée du handball au phare face à Toulouse. 6 jours plus tard, nos jaunes et noirs avaient de nouveau perdu face à Limoges, encore une fois au phare. Puis le groupe de Assir, Antonio Marcos, a réagi au Pays d'Aix avec un nul 32-32.
et prend une victoire importante au Phare face à Saint-Raphaël. Prochaine rencontre demain face à Istres. Donc ça va être important de savoir négocier une équipe qui est relégable cette saison. Donc je pense que Chambéry sur le papier est largement capable de le faire et puis de continuer un peu cette série. Chambéry est 8e sur 16. Donc un début de saison qui est bien mieux que l'année dernière. On se rappelle que voilà, on était déjà en situation de crise. Donc c'est important de faire vibrer le Phare et de continuer cette dynamique de début de saison qui est vraiment plutôt intéressante. Oui, tout à fait. On espère que ça va se poursuivre en tout cas, et puis que l'objectif en tout cas bien de place européenne sera abouti. Merci Driss pour ton expertise concernant les résultats de nos clubs. Les amis, merci à tous et bien de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition de 9-2 Parté. Driss, un grand merci à toi pour cette nouvelle émission. Un grand merci également à Philippe, Jimmy, Thomas pour leur intervention très enrichissante et intéressante une nouvelle fois sur notre plateau. J'ai pris beaucoup de plaisir à animer cette belle émission. On se retrouve dans 15 jours, même heure, même endroit. Nous vous souhaitons une très belle soirée à tous et à très vite sur les antennes de Radio Grand Lac 92.1 FM. 24h/24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.